Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette cinquième vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour Géosciences. Alors, précédemment, nous avons déjà vu tout ce qu'on avait à voir concernant le machine learning, concernant l'apprentissage supervisé. Nous avons vu les 4 éléments fondamentaux, à savoir la dataset, les fonctions cours et les targets et les features, tout ce qui est là avec. Nous avons effectivement vu comment installer Anaconda. Nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait effectuer une importation des bibliothèques dans le cadre d'un travail spécifique. Maintenant, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons principalement nous attarder donc sur NumPy. NumPy, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque. C'est l'une des bibliothèques fondamentales de Python. C'est sur elle que sont créées ou alors codées toutes les autres, la majorité des autres bibliothèques telles que Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, Seaborn. Beaucoup de ces bibliothèques-là ont été codées sur la base de NumPy. Et donc aujourd'hui, nous allons principalement nous attarder sur cette bibliothèque fondamentale. Alors pour ceux qui nous suivent depuis le départ et qui ont l'habitude de nous aider en likant les publications, je vous remercie par rapport à votre soutien et votre encouragement. Maintenant, pour ceux qui viennent de découvrir cette vidéo et ce challenge, je vous encourage à cliquer sur la cloche de notification, à vous abonner sur notre page et à partager nos publications pour que l'algorithme Facebook et l'algorithme YouTube continuent à proposer notre contenu à plusieurs autres personnes. Vu qu'il s'agit d'algorithmes ici, vous devez d'abord déjà comprendre comment est-ce que fonctionne cet algorithme, étant donné que c'est une intelligence artificielle. Et donc, plus vous allez cliquer, liker et donner des commentaires, partager nos publications, plus l'algorithme Facebook va recommander notre contenu à d'autres personnes. Donc, je vous remercie beaucoup pour toutes ces personnes-là qui suivent ce challenge et qui nous encouragent en partageant nos publications, en likant nos publications et en laissant des commentaires. Alors, sans plus tarder, donc, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous allons principalement travailler sur la bibliothèque NumPy et comment est-ce que va s'édifier notre programme. Alors, ici, nous allons principalement, donc, comme vous voyez sur notre écran, travailler dans notre introduction générale, dont nous allons essayer de parler de façon brève. C'est quoi NumPy, tel que je viens de le faire. Nous allons essayer d'effectuer pourquoi est-ce qu'on utilise NumPy, quelles sont les différentes utilités de cette bibliothèque dans les domaines peut-être des géosciences, dans les domaines des mines, dans les domaines de la géologie et de l'environnement. Nous allons aussi prendre quelques exemples dans ces différents domaines pour expliciter concrètement comment est-ce que NumPy peut être utile, comment est-ce que cette bibliothèque peut être utile en arrière-plan pour essayer de réaliser des tâches précises dans le domaine des géosciences. Par la suite, nous allons tout simplement parler des fondamentaux en ce qui concerne les fonctionnalités de base de NumPy. Nous allons parler de création des tableaux sur NumPy, les opérations sur les tables, sur ces différents tableaux, c'est-à-dire des opérations logiques, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, tout ce que vous connaissez comme opération de base, les indexations, les découpages. Nous allons voir aussi ce qu'on entend par fonctions mathématiques de base, telles que sinus, le Python, et comment est-ce qu'on peut les implémenter sur NumPy avec les syntaxes qui vont avec. Après, nous allons voir qu'est-ce que c'est que les différentes opérations qu'on peut retrouver sur les tableaux. Quand on parle de différentes opérations, il s'agit ici des opérations mathématiques, arithmétiques, des opérations logiques, des agrégations. Donc, les opérations arithmétiques sont les sommes, les moyennes, les écarts types. Les opérations logiques, les inégalités, les comparaisons, les opérations des fonctions d'agrégation, c'est ce qu'on entend par les minimums, le maximum, et etc. Après cela, donc, nous allons prendre un exemple pratique pour essayer d'expliciter de façon de fond en comble ce qu'on entend par NumPy, quelques exercices pratiques pour essayer d'implémenter donc NumPy. Alors, nous allons finir pour ceux qui sont là pour une petite phase de questions-réponses pour essayer de voir si vous avez effectivement compris tout ce que nous avons essayé de transmettre durant cette vidéo tutoriel. Alors, sans plus tarder, commençons principalement donc avec NumPy. Nous avons dit que NumPy c'était tout simplement quoi? Nous avons dit que NumPy c'était Numerical Python. C'est ce que veut dire NumPy, Numerical Python, c'est-à-dire c'est une bibliothèque qui est open source déjà en ce qui concerne le calcul scientifique. Utilisée pour le calcul scientifique, elle fournit des objets de tableaux multidimensionnels et des fonctions de haut niveau pour permettre de manipuler et d'analyser les données principalement. NumPy est largement utilisé dans les domaines des géosciences et des sciences de la Terre, de l'ingénierie et des affaires. Pourquoi est-ce qu'on utilise NumPy principalement dans le domaine des géosciences ou alors dans le domaine de la géologie et de l'environnement? C'est en premier, par exemple, pour le traitement efficace des données volumineuses.
Comme on le sait, NumPy permet de manipuler de façon efficace une grande quantité de données. Et c'est important dans le domaine des géosciences parce que nous avons généralement une grande quantité d'informations sur lesquelles nous traitons. Et des informations qui sont, comme on a dit, multidimensionnelles parce qu'on travaille généralement avec des matrices. Des matrices qui, par exemple, lorsqu'on veut faire l'inverse d'une matrice, c'est plus précisément l'algèbre linéaire. On parle aussi des opérations mathématiques avancées. NumPy est utilisé par exemple pour réaliser des opérations mathématiques avancées, telles que il fournit un très large éventail de fonctions mathématiques pour effectuer des opérations complexes dans l'algèbre linéaire, des opérations telles que les inverses des matrices. Vous voyez par exemple, lorsque vous voulez réaliser la fonction, le krigeage, lorsque vous voulez réaliser le krigeage, à un moment donné, il faut faire l'inverse d'une matrice. Lorsque vous voulez réaliser une interpolation, il faut travailler avec des costauds de matrices de données, que ce soit des données de pollution ou alors d'autres types de données. Ce sont des costauds de matrices avec lesquels vous travaillez et c'est important d'avoir des opérations mathématiques avancées sur NumPy pour permettre de faciliter dans la réalisation de ces tâches. NumPy aussi est utilisé pour l'analyse spatiale, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé pour effectuer une analyse spatiale telle que la création de grilles. Vous voyez par exemple, lorsqu'on veut effectuer une interpolation ou alors une estimation de ressources, à un moment donné, on se retrouve à faire une création de grille. Et pour faire donc cette création de grille, là, en fait, on utilise, c'est une analyse spatiale. On peut utiliser le package NumPy pour réaliser de tels calculs. NumPy aussi peut être utilisé dans la mesure où il permet d'optimiser les processus. Optimiser les processus comment? Il permet d'optimiser par exemple, peut-être dans le cadre des mines pétrolières, de la récupération des minéraux et la modélisation des réservoirs. Je vais essayer de vous expliquer plus tard comment est-ce que ce petit outil-là ou alors ce package-là est utilisé pour ceux qui réalisent par exemple cette tâche-là avec des codes ou alors le langage Python. NumPy aussi peut être utilisé pour l'évaluation des risques environnementaux et principalement, donc comme on l'a dit, partout en fait là on crée de grands flux d'informations et que vous utilisez des codes en particulier, vous pouvez facilement utiliser NumPy. Donc dans le cadre maintenant de ce travail, nous allons par la suite maintenant présenter quelques exemples d'applications de ces domaines-là. Donc, comme exemple, on a dit dans le domaine des géosciences, des mines, de la géologie, je crois il y a au travers des différents points d'utilité de NumPy, il y a essayé de lister quels sont les domaines d'application de ces différentes fonctionnalités. Donc, sans plus tarder, nous allons directement passer à l'implémentation de quelques outils qui, à mon avis, nous seront effectivement très utiles dans le cadre de notre travail. Donc, ici, on va commencer directement par les fonctionnalités de base. Donc là, je crois que ça a été mal écrit. Fonctionnalité de base. Donc, on va continuer. Et la création des tableaux NumPy. Donc, principalement, lorsqu'on veut créer dans les tableaux de NumPy, vous vous rendez compte que quand on parle de création des tableaux de NumPy, la première des choses, c'est d'abord d'importer la bibliothèque NumPy. Et nous avons montré comment est-ce qu'on importe la bibliothèque normale de NumPy. Là, vous pouvez voir, il suffit de juste écrire import NumPy as NP. NP était égal à quoi ici? NP, c'était tout simplement l'abréviation qu'on devrait utiliser à chaque fois qu'on devrait partir chercher une fonction dans la bibliothèque NumPy. Alors, je disais tantôt que une bibliothèque, en fait, c'est quoi? C'est comme une sorte de répertoire. C'est un répertoire dans lequel vous partez chercher une information lorsque vous en avez besoin. Et à chaque fois, vous devez spécifier à la machine où est-ce que vous partez prendre l'information dont vous avez besoin. Ça peut être NumPy, ça peut être Panda, ça peut être Matplotlib, ça peut être Seaborn, ça peut être Scikit-learn, ça peut être n'importe quelle bibliothèque, TensorFlow, tout ce que vous voulez. Et donc, à chaque fois donc que vous souhaitez utiliser une fonction en particulier, vous devez spécifier à chaque fois dans la bibliothèque dans laquelle vous partez chercher. Alors, ça devient fastidieux si à chaque fois vous devez utiliser NumPy ou Pandas ou Matplotlib.pyplot, c'est compliqué. Donc, on essaie à chaque fois donc de trouver des petites abréviations donc, pour uniquement écrire cette abréviation et puis avoir besoin de partir chercher de fond en comble où se trouvait la bibliothèque, c'est-à-dire le nom, d'écrire de façon générale le nom. Alors, vous voyez par exemple au niveau de l'écran, on a utilisé NP, c'est standard pour la bibliothèque NumPy. Maintenant, lorsqu'on veut créer un tableau, on utilise la fonction array. Oui, et maintenant, on part la chercher où? On part la chercher dans le package NumPy. Donc, je vais créer par exemple un tableau de température, c'est-à-dire les températures des endroits spécifiques. Je crée un tableau de température. Là, avec cette syntaxe ici, vous voyez un tableau de température. Une fois que le tableau de température est créé, je vais calculer la moyenne de la température.
la moyenne de la température, j'utilise la fonction min ici, que je spécifie toujours comme vous voyez np.min. np.min ici, c'est la fonction moyenne que je récupère dans la bibliothèque np, numpy. Et la température ici, c'est température. Donc là, ce sont les données, le tableau. Ici, température, c'est un tableau numpy que j'ai créé. Et donc là, je vais donc l'appeler. Et ici, là-dedans, on va tout simplement afficher le résultat. C'est-à-dire, je vais demander de calculer la moyenne de ces éléments-ci. Voilà. Et comme vous voyez directement, j'ai écrit la fonction min égale température moyenne. Et là, ça m'affiche directement la température moyenne qui est égale à 24 degrés. Lorsque par exemple, je vais créer un tableau numpy à partir d'une liste. La première des choses, c'est d'abord de générer la liste. Alors, comment est-ce qu'on génère une liste? On prend juste, vous écrivez juste liste égale, vous mettez des crochets, vous définissez les éléments de votre liste. Après, maintenant, on va transformer cette liste en tableau numpy. Et pour ce faire, donc, on va appeler dans la fonction array. Et on va partir chercher, comme d'habitude, cette fonction dans np. Toujours à ne pas oublier, on va chercher cette fonction array dans np. Et donc là, on a juste à appliquer là. Et puis maintenant, on peut compiler et vous voyez le résultat. Par exemple, vous voyez là, on a créé directement un tableau numpy. Donc, par la suite, vous pouvez avoir besoin, par exemple, de créer un tableau rempli de zéros, de forme, c'est-à-dire avec 3 lignes et 4 colonnes, principalement, c'est ce que ça signifie. Et donc là, vous voyez, vous définissez la fonction 0 que vous partez chercher bien évidemment dans NumPy. Et on définit une variable tableau qui va encaisser dans c'est-à-dire ce tableau-ci. Et une fois que c'est fait, on a juste qu'à afficher le résultat. Et puis là, vous voyez, nous avons effectivement 4 colonnes et 3 lignes. Donc 1, 2, 3 avec 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. Donc là, voilà, c'est une matrice 0 qui a été créée avec 3 lignes, 4 colonnes. C'est-à-dire que si vous voulez effectuer une ligne, on va dire, si vous voulez peut-être prendre 2 lignes, 7 colonnes ou 8 colonnes, ça dépend de vous, en fonction de ce que vous avez comme objectif. Vous voyez, ça s'affiche automatiquement. Alors, on peut aussi vouloir créer, par exemple, un tableau rempli de 1, de 1 par exemple, c'est-à-dire on appelle ça les tableaux uniques, les tableaux avec 1 uniquement, c'est-à-dire que ce soit 3 lignes, 3 colonnes, 4 lignes, 4 colonnes, 5 lignes, 5 colonnes, en fait, en fonction de la matrice que vous souhaitez obtenir, cette matrice sera une matrice unité. Ce sera une matrice unité. Et donc, dans ce sens-là, il vous suffit juste de définir les éléments ou alors la taille de la matrice en question et vous effectuez tout de suite le travail. Ça peut être 4, 10 et amusez-vous à effectuer des tests en fonction de l'objectif. Vous voyez, effectivement, vous obtenez le résultat. Donc là, on peut avoir besoin de créer une matrice non initialisée de forme 5,2 par exemple. Et puis, une fois que vous avez défini la taille de votre matrice, vous n'avez qu'à exécuter le code et puis vous avez le résultat. Alors maintenant, il y a aussi pas mal d'autres, on va dire ça comment, on va maintenant passer en ce qui concerne les opérations qui peuvent être effectuées. Comme nous avons dit, nous avons principalement trois grandes familles en termes d'opérations. Nous avons les opérations arithmétiques, nous avons les opérations logiques, nous avons les opérations ou alors les fonctions mathématiques de base. Ou alors ce qu'on peut appeler encore, oui, les fonctions mathématiques de base. Aussi, c'est quelques types d'opérations qui peuvent être effectuées dessus. Alors, en ce qui concerne les opérations arithmétiques, la première des choses que nous faisons d'abord, c'est de définir les tableaux ou alors des matrices. On va prendre par exemple, là, on va essayer de faire une addition simple entre deux matrices. Alors, je récupère par exemple cette matrice-ci. Il faut comprendre déjà aussi qu'il y a des conditions de base lorsqu'on va additionner des tableaux. Et c'est à vous de les connaître. C'est pour ça qu'on dit que, en réalité, c'est-à-dire la data science ou l'analyse des données ou alors les calculs arithmétiques ne sont pas dissociables des mathématiques parce que ici, quelqu'un va vouloir par exemple additionner deux matrices qui naturellement ne sont pas capables de s'additionner entre elles. Il faudrait comprendre comment est-ce qu'on fait pour additionner une matrice, comment est-ce qu'on fait pour faire le produit de deux matrices, quelles sont les conditions qui peuvent quelles sont peut-être les conditions qui régissent par exemple une telle opération. Et là, c'est de l'algèbre linéaire de base. Donc, il faudrait de temps à autre quand même faire actualiser ces notions mathématiques pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Donc, par exemple, ici, on va créer un premier tableau, tableau 1, qu'on va initialiser avec, on va créer 5 tableaux, tel que vous voyez. Et là, on a aussi ce deuxième tableau. Et en exécutant,
par exemple, je peux avoir besoin d'abord peut-être d'afficher, je vais essayer d'afficher le tableau, c'est-à-dire les tableaux 1 et les tableaux 2 pour que vous puissiez voir quelles sont les dimensions de ces tableaux-là. Donc là, on peut mettre ça comme ça. Puis, on va afficher ces éléments pour que vous puissiez observer quelles sont les dimensions. Alors, ici par exemple, on a un tableau uni, c'est-à-dire c'est une ligne et 3 colonnes. Tel que vous pouvez le voir là, c'est un tableau avec une ligne et trois colonnes. Et principalement, donc, dans ce tableau-là, on décide de faire une addition entre tableau 1 et tableau 2. Et vous voyez, effectivement, j'ai pour disposer ça de la sorte pour que vous puissiez effectivement comprendre que ici, là, quand on fait l'addition entre deux, lorsqu'on fait l'addition entre deux tableaux unicolonnes ou alors uniligne, ce qui se passe, c'est qu'on additionne les colonnes entre elles uniquement. Et là, vous voyez, on prend la première colonne, on additionne avec la seconde, on prend la deuxième, on additionne avec la seconde, on prend la troisième, on additionne avec la seconde, et ainsi de suite. Et là, on a donc le résultat, vous voyez effectivement que ça donne clairement le résultat qu'il y a en bas. Et donc, si vous voulez faire de même avec une soustraction, par exemple. Ok. Même chose, vous voulez faire de même avec une soustraction, vous avez toujours le résultat. Et paradoxalement, donc, on se rend compte que dans le choix des éléments que nous avons fait, effectivement, on a -3, -3, -3 sur le tableau. Ce serait ok, c'est bien, c'était pas prévu quoi. Là, on a ces éléments-ci. Et puis bon, vous pouvez essayer maintenant avec une multiplication. Voilà. Et là, vous avez toujours ces éléments. Vous faites de même avec une soustraction, une division par exemple. Ok. Et là, vous avez toujours le résultat. Donc voilà, en fait, des opérations, comme on a dit, des opérations logiques de base, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division de façon simple. Alors, on continue avec les opérations logiques. Hein. Ça veut dire quoi que ici par exemple nous avons défini, quand on parle d'opération logique ici, on peut faire appel à des éléments de comparaison ou d'égalité. Donc ici on peut avoir les égalités, des éléments de comparaison tels que le supérieur égal, inférieur, strictement inférieur et ainsi de suite. Et donc ici là donc par exemple je vais définir toujours mon tableau 1 et mon tableau 2 tel qu'on a appris. Et puis là, je vais essayer d'effectuer une égalité. C'est-à-dire, je crée une variable tableau égalité qui est égale à tableau 1 égalité avec tableau 2. En fait, il sera question de quoi? Il sera question de tester si effectivement l'élément qui se trouve à la position 1, première ligne, première colonne du tableau 1, est effectivement le même élément qui se retrouve à la position 2, à la position 1 de la première ligne, première colonne du tableau 2. Si c'est le cas, on va nous renvoyer true. Si ce n'est pas le cas, on nous renvoie false. Alors, on va effectivement établir le code. Alors, vous voyez là, on a trop. Ça veut dire que c'est effectivement ça. Et vous pouvez effectivement faire le constat. Ça veut dire que si, par exemple, ici, maintenant, je vais remplacer ça par 5 et que j'exécute, vous allez vous rendre compte que en exécutant ici, on aura false au milieu. Et donc, par conséquent, on se rend compte que le code, il fonctionne. Cela peut se faire aussi avec la inférieure, supérieure. Essayez d'implémenter dans la maison et vous nous mettez ce que vous avez obtenu en commentaire. Alors, nous allons poursuivre ici avec les fonctions mathématiques de base. Donc, je vais définir un tableau qui va prendre 0, np.pi sur 2. Pi sur 2, c'est une fonction aussi qui est, en fait, vous connaissez la valeur de pi. Je mets pi sur 2 ici. Je voyais que je spécifie d'où je prends ce pi. Cette valeur pi là, je la prends dans np. Et ici aussi, je le prends dans np. Vous voyez, par exemple, je peux essayer d'afficher mon tableau pour que vous puissiez voir. Par exemple, je vais afficher ce tableau là pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble en fait. Donc là, je vais l'afficher. Vous voyez à quoi il ressemble ici. Effectivement, on a 0 là. On a pi divisé par 2 ici. Et on a pi, c'était 3,14, 59, 26, 65. Et donc là, je l'ai affiché. Je vais maintenant essayer d'afficher maintenant le sinus de ce tableau. Et vous allez vous rendre compte que ça va conserver les dimensions du tableau et juste appliquer le sinus sur chaque position individuelle du tableau. Maintenant, donc, une fois que cela est fait, nous allons passer maintenant à l'indexation, le découpage. Alors ici, c'est assez simple en fait l'objectif. Quand on parle de l'indexation en fait consiste en quoi?
c'est que on crée un tableau, par exemple. Ici, je crée un tableau NP array. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, quand je serai comme ça, vous allez vous rendre compte que ça, on a déjà combien d'éléments en fait. Ici, on a 4 éléments dans le tableau. 4 éléments dans le tableau. Donc là, 0, 1, 2, 3, 4. Vous le ferez en ce qui concerne les positions. Et donc maintenant, je vais demander au programme, par exemple, de m'afficher, n'est-ce pas, l'élément qui est situé à la position 2. Alors, beaucoup de personnes seront tentées de dire que l'élément qui est situé à la position 2, en fait, c'est 2, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Mais non, l'élément qui est situé à la position 2, en fait, c'est 3. Et on va essayer de confirmer, et vous voyez, effectivement, c'est 3. Pourquoi? Parce que, en ce qui concerne les tableaux, on commence toujours par 0. 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Ça veut dire que l'élément situé à la position 2 ici, en fait, c'est croix. Alors, des découpages, en fait, c'est quoi? Ici, l'objectif, c'est quoi? De pouvoir afficher une partie du tableau. Je ne souhaite pas afficher tout le tableau, je souhaite récupérer une partie du tableau et l'afficher pour pouvoir travailler avec, peut-être le stocker dans une variable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire de définir un tableau. Je définis un tableau simplement, comme vous pouvez le voir là. La fonction array comme d'habitude. Je vais essayer d'inscrire de la deuxième à la quatrième position avec un pas de 2. Voilà, donc je vais essayer d'inscrire la deuxième à la quatrième position avec un pas de 2. Alors, quand on dit de la deuxième à la quatrième position, il faut comprendre que ici, on va commencer où? On va commencer à 1. Parce que la position, en fait, si on parle de deuxième position, ça veut dire que l'indexation ici, là, de cet élément, c'est 1. Parce que c'est 0, 1. Donc, deuxième position, c'est pour 1. Donc, c'est pour ça que vous voyez, on a 1 ici. Maintenant, on dit quatrième, ce qui fait que je vais plutôt aller à 4 au lieu de 5. On dit de la quatrième position, là, ça va plutôt faire 5 en termes d'indexation parce qu'on commence à 0. Donc, ça fait n plus 1. Alors, et puis, je veux un pas de 2. Donc, je pars de 1, de la deuxième position à la quatrième position et je veux un pas de 2. Donc, je fais n plus 1 et je veux un pas de 2. Là, voilà, j'ai ce résultat et puis maintenant, il suffit d'afficher, de compiler. Et là, vous voyez, de la deuxième, c'est-à-dire deuxième à la quatrième avec un pas de 2, on a quoi? On a 16 éléments ici qui sont affichés. Alors, poursuivons avec les fonctions d'agrégation. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de fonctions d'agrégation ici, lorsqu'on veut calculer la somme d'éléments du tableau, par exemple, j'ai un tableau et puis je veux calculer une somme. Donc, ici, il existe 1001 fonctions. Ici, nous avons juste implémenté quelques-unes pour le besoin de ce tutoriel ou alors de ce challenge. Par exemple, la fonction somme. Vous avez un tableau et puis vous souhaitez calculer la somme des éléments de ce tableau. On crée le tableau de façon basique et puis maintenant, on implémente juste la fonction NP. Vous voyez comme on a pris NP. C'est-à-dire qu'on prend la fonction somme là dans le package NP. Donc là, vous pouvez simplement compiler et puis vous voyez que vous avez ce résultat. Si vous faites ce calcul, si vous allez obtenir effectivement ce résultat. Et donc, il y en a plusieurs. Hein. Nous avons utilisé somme ici. Vous pouvez aussi peut-être essayer STD par exemple. STD qui représente de quoi? Les cas types. Vous avez le résultat. Quelqu'un d'autre peut essayer par exemple, on va dire ça comment, la moyenne. Oui, c'est vrai que nous avons utilisé aussi. Quelqu'un d'autre peut utiliser la moyenne mine. Il aura aussi un résultat. Il y en a une infinité. Donc, ne désirez pas essayer n'importe quel à la maison et puis dites-nous ce que vous avez obtenu comme résultat. Donc, nous avons aussi le calcul de l'indice d'élément maximum d'un tableau. Ça veut dire quoi que, supposez par exemple que vous avez un tableau comme celui-ci et je cherche à afficher l'indice de l'élément maximal. Ici, on sait que l'élément maximal ici, c'est quoi? C'est 8. Et sa position, donc l'indice dont on parle ici, c'est sa position. Et donc, j'ai 0, 1, 2, 3. Il est affiché à la position 3. Donc, forcément, lorsque je vais compiler dans ce code, je suis censé obtenir croix. Effectivement, c'est le chiffre croix que nous avons obtenu. Donc là, voilà. Vous voyez, si on veut revenir maintenant même sur quelques opérations que vous pouvez effectuer au niveau des tableaux, par exemple, en ce qui concerne les indexations. Les éléments spécifiques d'un tableau par son voilà, la position quoi. Ici vous voyez par exemple, on essaie de récupérer le troisième élément d'un index 2. C'est-à-dire là on dit l'index 2 c'est 0, 1, 2, c'est-à-dire c'est 95. Donc on récupère et on stocke dans une variable. Et puis maintenant on change. C'est-à-dire on change maintenant, on définit le troisième élément. C'est-à-dire quoi que j'ai envie de changer la variable d'un tableau, donc je récupère, je le stocke dans une variable et puis je l'affecte à une autre donnée. C'est comme ça que vous effectuez cette transformation-là. Et donc là, il y a des modifications, par exemple, qui vont être effectuées sur la taille
de la matrice. Ça veut dire quoi? Si je veux par exemple ajouter un élément à la fin d'un tableau, j'utilise la fonction append. Si je veux par exemple ajouter plusieurs éléments, je peux utiliser la fonction extend, ça fait 95-90. Si je veux les retirer plutôt ou supprimer un élément, la première occurrence, ou alors n'importe quelle occurrence d'un tableau, je n'ai qu'à utiliser la fonction remove. Et là, c'est score. Pourquoi? Parce que score, là, c'est le tableau. C'est le tableau que nous avons créé au départ ici. Donc, on a créé un tableau score et c'est donc ces différentes manipulations-là sont effectuées dans ce tableau-là. Si je veux, par exemple, déterminer la taille, c'est-à-dire la taille de ma matrice, j'utilise la fonction len. Si je veux déterminer le maximum, c'est max. Si je veux déterminer le minimum, c'est min. Si je veux déterminer la somme, c'est somme. Si je veux déterminer, par exemple, si je veux qu'on me renvoie une nouvelle liste créée d'éléments du tableau, j'utilise la fonction sort. Donc là, ici, par exemple, je veux déterminer quel est l'élément le plus élevé de mon tableau. N'oubliez pas que le tableau de départ que j'ai, c'est celui-ci. Donc, après, si on a pas effectué des suppressions dessus, normalement, ces éléments sont capables de nous remettre ce résultat 100, comme vous le voyez, effectivement. Donc, les tableaux peuvent être liés à l'aide de boucles, les itérations principalement. Donc, et donc là, on peut avoir la syntaxe qui, par exemple, nous permet d'effectuer une itération, c'est-à-dire de compter les différents éléments de notre tableau et puis de pouvoir les afficher. Et donc là, je peux juste compiler et j'aurai le résultat. Donc ici, là, par exemple, l'écran peut être utilisé pour extraire une sous-séquence contiguë d'éléments d'un tableau. Donc, par exemple, j'ai envie d'extraire, c'est ce que nous avons fait précédemment, vous avez vu plus haut, quand je voulais extraire en tenant compte d'un pas en particulier. Et donc là, je peux vouloir, par exemple, vous voyez le tableau, je reviens par exemple sur le tableau que j'ai créé plus haut. Le tableau que j'ai créé plus haut, je peux, le tableau que j'ai créé plus haut, je peux tout simplement, on va dire ça comment, je vais ordre d'éléments principalement. Et donc, on pourra donc par la suite donc peut-être calculer la moyenne. Si on définit un score, par exemple, on peut calculer la moyenne de ce score. Et ça, ce sont les fonctions basiques. Et ici, on fait la somme, après on détermine la taille, puis on fait la différence. Ça va donner la même chose que la fonction moyenne. C'est juste pour vous permettre de vous édifier. Donc là, on peut effectivement ici, par exemple, dans le cas aussi, là, je peux calculer pour voir. Effectivement, ça donne la moyenne. Ici, par exemple, je peux vouloir déterminer, on va dire ça comment, la note maximale. La note maximale, là, c'est juste la fonction max. Ce sont les fonctions de base. Et puis, vous voyez bien que la note maximale, c'est 100. Ici, par exemple, on va vouloir effectuer un cré sur, de façon croissante. Donc là, si on effectue un cré, bon, on peut pas vraiment voir parce que le truc était organisé de façon croissante. Mais par exemple, si ici, on va dire la dernière, voilà, supposons par exemple, je vais changer, je vais mettre, on va dire 7 ici, et là je vais mettre 0. Donc, je vais essayer de compiler. Là, ça me donne la note maximale là, et maintenant je vais essayer de tracer ça ici par ordre croissant. Vous voyez, effectivement, ça effectue le classement une fois, c'est-à-dire ça va changer automatiquement les positions des matrices. Et par la suite, donc, on peut vouloir extraire 3 meilleures notes. Donc, pas les 3 meilleures, c'est-à-dire les 3 premières plutôt. Les 3 premières notes, on va dire les 3 premières, pas les 3 meilleures. Les 3 premières notes, c'est-à-dire qu'on parle de 3 premières, c'est-à-dire celle-ci, hein, comme ceci. 1, 2, 3. Donc, c'est une séquence que je vais créer et vous voyez là, voici. Et donc, je peux vouloir aussi supprimer toutes les notes inférieures à 90, par exemple, dans le cadre de ce travail. Et donc, ça va supprimer ça et ça. Donc là, j'écris juste cette syntaxe ici. Donc, je vais créer une boucle qui va parcourir ma matrice. Et dans cette matrice-là, il va effectuer un test. Ce test-là va donc nous permettre de sélectionner quels sont les éléments qui sont supérieurs ou égal à du moins inférieurs ou égal à 90. Et donc là, en exécutant donc là, ok, voilà ça. On a donc supprimé tous les éléments qui sont inférieurs à 90. Donc, et si vous voyez ici, on dit if score supérieur ou égal à 90 et ça supprime. Alors qu'on veut effectivement supprimer les éléments inférieurs ou égal à 90, mais voilà comment est-ce qu'on matérialise cela.
Et donc, je par exemple ici, dans cette syntaxe ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de créer tout simplement, on va dire ça comment, je vais créer l'histogramme. En fait, je vais déterminer le nombre d'occurrences d'un élément apparaît dans la base de données en particulier. Et là, je vais simplement coder et puis là, on se rend compte qu'il y a eu une occurrence pour chaque élément. Donc, si par exemple ici, je vais lever le 90 ici et je vais mettre 95, je vais lever le 90, je vais mettre 95. Là, vous allez vous rendre compte que 95 a maintenant 12 occurrences. Alors, à la fin de cette première vidéo sur la bibliothèque NumPy, j'espère que vous avez été satisfait de ce contenu. Je vous recommande aussi de liker et de partager la publication afin que l'algorithme Facebook et YouTube nous recommande à d'autres personnes. J'espère que vous êtes prêts parce que ça commence à devenir intéressant. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment travailler avec la bibliothèque Pandas. J'espère que vous êtes prêts. Nous sommes à la 5e journée de notre challenge 100 jours d'IA pour Géosciences. Et donc, demain, on se retrouve donc demain pour le 6e jour. Merci.